bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Des matelas et des habits brûlés, des blessés également, après donc des affrontements entre détenus et agents pénitentiaires du camp pénal de Liberté 6. Les détenus protestaient contre une alimentation qu'ils ont jugée mauvaise, leurs conditions de vie difficiles, et puis les opérations de fouille, de routine des cellules qu'ils ont estimé donc ne pas se faire dans les règles. On en parle en début de journal. 1800 milliards de francs CFA, le cumul des subventions à l'énergie sur les 3 dernières années. Une information donnée par le chef de mission du Fonds monétaire international. Le FMI, qui réitère sa proposition de les réduire, invite le Sénégal à privilégier les subventions ciblées et moins coûteuses. Edouard Gamaël était en conférence de presse ce matin. Et puis la rubrique découverte nous mène dans le sud du pays. Hassan Bah nous fait découvrir Nyamona, un village situé dans le département de Bignona, une localité qui garde son identité culturelle. Laquelle, me diriez-vous? On vous en parle bien naturellement dans cette édition. Bien le bonsoir et bienvenue. On parle d'abord de cette mutinerie qui a eu lieu ce matin au camp pénal de Liberté 6. Une situation qui a obligé la gendarmerie à intervenir. Les détenus protestaient non seulement contre une alimentation qu'ils ont jugée mauvaise, leurs conditions de vie difficiles, toujours selon eux, et les opérations de fouille de routine des cellules que ces prisonniers ont estimé ne pas se faire dans les règles. Entre autres faits donc qui ont provoqué des affrontements entre les détenus et les agents pénitentiaires. Des matelas et des habits ont été brûlés, rapporte le site emedia.sn. La situation est revenue à la normale à l'entrée. Des éléments de la police veillent au grain. Informé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, s'est rendu aussitôt sur les lieux. On y reviendra bien naturellement dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Un autre affrontement avait donc opposé des disciples de deux communautés donc religieuses rivales, les fidèles du Daïra de Médina Gounass, regroupés dans le cadre d'échanges et d'organisation. Des disciples de Thierno Mohamedou Seydouba livrent donc leur part de vérité dans cette affaire. Ils réclament justice après l'attaque donc du cortège de leur khalife. Ces disciples demandent à l'État de prendre ses responsabilités. En conférence de presse hier, ils ont aussi lancé un appel à la paix. Les détails dans ce compte rendu signé Abraham Poulpouya. Plus jamais ça, c'est le cri du cœur et le message lancé par les disciples de Thierno Amadou Tidjane Ba, khalife de Médina Gounass. Ces disciples réclament justice. Pour l'instant, nous continuons à croire que nous sommes dans un état de droit et que nous serons rétablis. Il y a même certains parmi nous qui ont commencé à saisir, à réunir tout ce qu'on a comme preuve. Les fidèles demandent à l'État de prendre des mesures pour que les coupables soient traqués et condamnés. Sa voiture a été caillassée pour une première fois au Sénégal, un khalife général qui est victime d'une agression aussi barbare et dans sa propre ville. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est derrière, ou bien qui sont derrière ces gens? Parce que c'est un petit groupe de personnes. Mais on peut indexer un petit noyau de personnes qui est là, qui depuis un certain temps, pour des intérêts personnels, des intérêts politiques, qui veulent déstabiliser la cité. Le cadre d'échange et d'organisation des disciples de Thierno Mohamedou Seydouba appelle les fidèles à suivre les recommandations du khalife, la paix. Nous sommes indignés dans tout ça. Où est l'État? La gendarmerie était là. Et nous sommes des hommes de paix. Nous voulons lancer un appel à l'État. Un appel à tous les Sénégalais. Parce que le khalife n'est pas le khalife seulement d'une ethnie. Le khalife est le khalife de tout le monde. Lors de ce point de presse à la mosquée de Bop, les fidèles sont revenus sur l'historique de Médina Gounass, l'importance de la cité religieuse et les guides qui ont consacré leur vie à l'islam. Ils espèrent tourner la page très vite avec cet incident, mais ces fidèles veulent d'abord
la lumière sur cette affaire. Et toujours dans cette affaire, le président Umaro Sissoko Embalo a indiqué qu'à la suite des heurts le lundi, l'une des communautés donc, avait appelé en renfort des peuples gabonais vivant en Guinée-Bissau. Son président de la République d'ajouter avoir aussitôt pris la décision de fermer cette partie de la frontière pour empêcher toute escalade de violence. Les forces de sécurité de mon pays veillent au respect scrupuleux de cette mesure, a-t-il assuré. Pendant ce temps, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est à Paris. Face à face avec son homologue français Emmanuel Macron est prévu donc demain jeudi pour le professeur agrégé en sciences politiques Maurice Soudieck-Dione. Il s'agit là d'une rencontre à enjeu. Selon notre analyste politique, la coopération, la souveraineté monétaire seront donc au cœur des échanges. Suivant ces précisions, Jean au téléphone par Abraham Poulpouya. C'est des enjeux essentiels, puisque vous savez bien que le président Bassirou Diomaye a fixé un nouveau cap et une nouvelle perspective, un changement paradigmatique dans la politique étrangère, dans l'action diplomatique du Sénégal, en mettant d'abord l'accent sur la souveraineté, ensuite l'intégration africaine et les relations avec le reste du monde, la diversification des partenariats diplomatiques et économiques, mais également le fait de mettre les préoccupations du Sénégal et des Sénégalais au cœur de l'action politique et diplomatique. Donc là, c'est de nouvelles perspectives qui vont se dessiner pour la coopération entre la France et le Sénégal, mais il faut dire également que la France est un partenaire privilégié et ce dont il s'agit, c'est de redéfinir les partenariats sur une base gagnant-gagnant et de sortir de ces relations hégémoniques qui peuvent être des relations d'exploitation ou en tout cas des relations asymétriques et déséquilibrées. Une bonne transition pour parler d'économie avec le Fonds monétaire international qui renseigne que le cumul des subventions à l'énergie sur les 3 dernières années s'élève à 1800 milliards de francs CFA. Edouard Gamayel propose donc la réduction progressive des subventions à l'énergie non ciblée et donc très coûteuse. Le chef de mission du FMI au Sénégal invite les autorités à privilégier des subventions ciblées afin de pouvoir investir dans l'éducation, la santé, entre autres. Le fonctionnaire du FMI estime que l'assainissement des finances publiques devrait continuer en 2024 et 2025 à 4 niveaux. Il s'agit là de la mobilisation, des recettes fiscales pour atteindre donc l'objectif du gouvernement de 20%, la rationalisation des exonérations qui pèsent beaucoup pour le budget, occasionnant un manque à gagner estimé entre 800 et 900 milliards de francs CFA. Et puis le Sénégal devait atteindre un taux de croissance de 8,3% en 2024, mais il sera de 7,1%. C'est selon le Fonds monétaire international qui a fait quelques projections. Mais mieux, notre pays atteindra une croissance à 2 chiffres en 2025 avec un taux de 10,1% et la courbe de l'inflation à la baisse, toujours selon le Fonds monétaire international. Son chef de mission pour le Sénégal était en conférence de presse ce matin. Suivons ces précisions au micro de Aïssa Toka. Donc pour 2024, nos projections pour la croissance sont maintenues à 7,1%. C'est ce qu'on avait, c'était les dernières estimations qu'on avait eues lors de la dernière Star Visit en fin avril. Et ceci, c'est une baisse par rapport à ce qu'on avait initialement pour cette année de 8,3, mais toujours, c'est 7,1, c'est assez considérable. Pour ce qui est de la croissance non hydrocarbures, on estime qu'on sera à 4,8% cette année. Pour ce qui concerne l'inflation, nos estimations pour cette année que l'inflation va continuer à baisser et qu'on sera en deçà des 4%, on estime à 3,9%. Pour 2025, les projections de croissance seront à 10,1%, au-delà de 10%, et l'inflation va continuer à baisser à peu près 2%
l'année prochaine. Donc si on met ces chiffres en perspective et on les compare à la moyenne, à ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, pour 2024, la croissance en Afrique subsaharienne, la moyenne est à peu près à 3,8, alors que le Sénégal est à 7,1. Pour 2025, la croissance subsaharienne est en moyenne à 4%, alors que le Sénégal est au-delà de 10%. De même pour l'inflation, pour 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9% cette année et 2% l'année prochaine. Dans la même dynamique, des acteurs de l'économie s'inquiètent de la pérennité de leur secteur. Il s'agit du secteur de la ferraille. Des professionnels de ce secteur dévoilent les fraudes constatées à l'exportation. Ils demandent d'ailleurs à l'État de les bloquer pour permettre ainsi aux unités industrielles locales d'assurer la transformation. Suivant les précisions de Papa Ali Faye, il est membre du patronat des ferrailleurs du Sénégal. Nous sommes totalement en phase avec la politique d'industrialisation de l'État. C'est la raison pour laquelle nous en appelons au ministre afin qu'il puisse prendre langue avec nous pour voir comment, par quels moyens et les voies et moyens de pouvoir booster le développement industriel du Sénégal. Il n'y a qu'à prendre langue avec nous les véritables acteurs du secteur de la ferraille, pour pouvoir essayer de voir les voies et moyens. Nous allons vraiment les indiquer les voies et moyens pour pouvoir booster le développement industriel du Sénégal, en l'occurrence la création d'emplois surtout au niveau des jeunes. Nous prenons vraiment la discrimination positive, parce que nous voulons maintenant les licences là, que les licences soient détenues exclusivement par des Sénégalais. Nos partenaires étrangers n'ont qu'à s'arrimer aux Sénégalais pour pouvoir peut-être travailler au niveau de la ferraille et l'exportation de la ferraille. Ce qui va amener peut-être de diminuer la fraude qu'il y a au niveau de la ferraille. Et que l'État du Sénégal, les licences qu'il doit octroyer, qu'il les octroie aux Sénégalais. Nos partenaires étrangers qui s'arriment aux Sénégalais pour pouvoir travailler au niveau de la ferraille. Je vous ai dit tantôt, c'est la seule solution vraiment pour pouvoir diminuer la fraude qu'on a constatée au niveau des ferrailles. Vraiment une niche d'emploi au niveau de la ferraille est inestimable. Et je sais que nos autorités étatiques l'ignorent. C'est la raison pour laquelle nous en appelons au ministre encore une fois de plus. S'il prend langue avec les ferrailles, avec nous plus particulièrement, on va peut-être lui indiquer les voies et moyens pour pouvoir parvenir vraiment à ce développement industriel qu'ils ont tant prôné et qui le tient à cœur. Parlons à présent de l'hivernage qui s'est définitivement installé au Sénégal. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie informe que 150 mm ont été enregistrés hier à Tendouk, c'est dans la région de Ziguinchor. Des risques de pluie faibles à modérés pourraient intervenir dans les localités sud-est et probablement sud au cours de cette nuit. Et puis au cours de cette nuit, bien évidemment. Et nous suivons les précisions d'Abdoulaye Diakhaté. Il est ingénieur prévisionniste à l'ANACIM et il est interrogé par El Hadj Malick Cissé. Des quantités importantes ont été enregistrées, surtout dans les localités du sud, avec une valeur record à Tendouk. Donc 150 mm a été enregistré à Tendouk et Cap Skirring a enregistré 97 mm. Ziguinchor 51 mm et Thionck-Essyl 47 mm. Donc le système pluvio-orageux a intéressé la partie centre-sud du territoire, notamment pour les localités de Kaffrine, Fatick, Koungheul, allant un peu vers Thiès, Dakar, où des quantités importantes aussi, des quantités moins importantes ont été enregistrées. À Kaffrine, par exemple, on a enregistré 8 mm. Fatick aussi qui a reçu sa première pluie avec 6 mm. Dakar aussi a enregistré 1 mm, notamment à la station de Yoff. Il a été noté aussi des précipitations dans la partie nord du territoire avec des valeurs plus ou moins importantes. À Dabi, par exemple, on a enregistré 8 mm, Barkedji 5 mm, Matam 4 mm. Donc il faut noter que une bonne partie des territoires, une bonne partie des localités du Sénégal ont enregistré leurs premières précipitations pour la journée du mardi, donc, comme on l'avait annoncé dans le bulletin. Donc l'ensemble du territoire a été arrosé. Et durant cette période, notre cadre de vie est parfois effrité. Ajoutez que nous venons de sortir de la fête du mouton. Il y a donc des choses à faire et c'est ce qu'a compris la Société nationale de gestion intégrée des déchets. Pour un environnement sain et propre, la SONAGED a déployé un dispositif sanitaire pour ainsi nettoyer la ville sainte de Touba.
Un geste magnifié par les populations de cette ville. Bassirou Ndiaye, assistant technique à la SONAGED, réagit. Vous savez, le département de Mbacké, en plus d'être le département le plus peuplé du Sénégal, reçoit beaucoup de ses fils qui viennent passer la fête de la Tabaski en famille. Et ceci augmente considérablement la production des déchets. C'est ainsi que la SONAGED, comme à l'accoutumée, lors des événements religieux, met en place un dispositif avant, pendant et après la Tabaski. Nous avons mobilisé nos éléments et beaucoup de logistique au niveau des zones de culte, mais aussi au niveau des lieux de vente de moutons pour éviter tout débordement. En plus de ces opérations, nous avons aussi procédé à une large sensibilisation au niveau de ces vendeurs de moutons. Nous avons prévu le lendemain de la Tabaski aussi, non seulement de maintenir ce dispositif, mais aussi de le renforcer, surtout au niveau des zones de forte production comme le grand marché de Ocas, où un dispositif particulier sera mis en place, est déjà mis en place, mais sera fonctionnel à partir de demain, pour que le marché Ocas soit complètement, tous les dépôts sauvages qui se trouvent au niveau de ce marché-là, complètement en... La Croix-Rouge de Dunga Ouro Alpha, en collaboration avec les retraités de la localité, a organisé une randonnée pédestre. Le thème de cette 7e édition est la protection de l'environnement. Les marcheurs ont parcouru une dizaine de kilomètres, une façon également de digérer après la Tabaski. N'est-ce pas, Amadou Mardiallo? Jeunes et personnes âgées ont fait la marche pour dégraisser au lendemain de la fête de l'Eid al-Kabir. Randonnée pédestre exige. L'initiative vient de la section Croix-Rouge de Dungo Ouro Alpha et ses retraités. Une dizaine de kilomètres de marche avec Mamadou Diagne qui donne les raisons de l'initiative. Chaque année, nous organisons cette randonnée pédestre le lendemain de la Tabaski. Le but est d'abord sportif pour dégraisser le lendemain de la Tabaski, faire des retrouvailles aussi et surtout développer un thème qui porte sur le développement de la commune, de la région et même du pays. Et cette année, le thème c'est protégeons notre environnement, rebasons nos terres. Souciés de la canicule qui sévit dans la zone, ces initiateurs de la randonnée mettent le curseur sur la protection de l'environnement. Tout le monde sait que cette année, il y a eu des records de chaleur qui ont été battus partout dans le monde. Et ici, dans la région de Matam, tout le monde a suivi des pics de chaleur, de température jusqu'à 48 voire 49 degrés. Et nous estimons que nous commençons à frôler des limites du supportable. Nous avons peur que si on franchit le cap des 50 degrés, est-ce que cette zone continuera à être vivable? Cette 7e édition de randonnée pédestre, les marcheurs venus des localités de Dungo Ouro Alpha, Rindiaou et Ouro Tierno ont parcouru des kilomètres. L'activité a été close par un reboisement symbolique au poste de santé de Dungo Ouro Alpha. Puis nous allons à la découverte de Niamon, un village situé dans le département de Bignona, village composé de 5 grands quartiers. Cette localité est en majorité peuplée de Baïnouk et garde toujours son identité culturelle, malgré sa proximité avec Ziguinchor et Bignona. Niamon est très enclavé et la seule activité reste l'agriculture. Reportage découverte avec Hassan Ba. Niamon, une localité située entre les communes de Ziguinchor et Bignona, avec une position géographique enviable. Ce village du département de Bignona porte le nom de cette même commune, ce qui prête parfois à une confusion, selon le chef de village. Bon, Niamon, il y a village de Niamon et commune de Niamon. Les gens font cette confusion-là. Niamon, c'est 5 quartiers. Niamon est constitué de Djilaougué, Badjoual, Kemour, Kassankil et Kandjoumbe. Maintenant, c'est le nom de Niamon qui a donné le nom de la commune de Niamon. Niamon fait partie des plus anciens villages de la Casamance et son nom, qui vient de la langue Baïnoung, explique tout, selon le chef de village. Le nom de Niamon, ce qu'on nous a dit, il paraît que ça vient de Bignamon.
Bignamon, c'est le guerrier. Le guerrier, celui qui fait la guerre. C'est en langue baïnouk. C'est le baïnouk. C'est le baïnouk qui a fondé ce village-là. Niamon fait partie des rares localités en Casamance où la langue baïnouk est la plus parlée, une tradition bien respectée depuis plusieurs générations. Non, ils sont là. Il y a beaucoup de baïnouk ici. C'est comme ici, c'est le baïnouk qui domine. En Casamance, comme vous l'avez dit, c'est les premiers habitants. Mais il y a beaucoup de baïnouk. Les gens disent que les baïnouk ne sont pas nombreux. Non, avec nos rencontres, les jumelages que nous faisons, mais on se retrouve. Il y a beaucoup de baïnouk. Il y a beaucoup de baïnouk. C'est un village baïnouk. C'est un village baïnouk. Les autres ethnies sont venus les trouver ici. Ouais. Contrairement à d'autres localités où les baïnouk se sont déplacés pour laisser la place aux autres, à Niamon, ils ont décidé de rester jusqu'à en faire une localité exclusivement baïnouk. Mais c'est ça qu'il nous disait parce qu'il ne veut pas l'emmerdement et l'encombrement. Quand il vient, il préfère se déplacer, aller habiter quelqu'un et te laisser. C'est la paix, quoi. Il veut la paix, quoi. Ouais. Mais en quittant, il laisse d'autres. Il laisse d'autres. Dans tous les villages où les baïnouk ont quitté, il y a des gens qu'ils ont laissés là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de masques en Casamance sont d'origine baïnouk, d'après le chef de village, qui apporte des précisions. La culture là, bon, puisque nous sommes les premiers habitants, il y a d'autres même, ils ont copié de la culture baïnouk. Si je parle du kumpo là, le kumpo c'est purement baïnouk. Il y a d'autres même qui nous disent que c'est le cancron, c'est une culture purement baïnouk. Mais avec la cohabitation, avec les autres ethnies, bon, ils ont copié sur les baïnouk. Dans cette localité, comme beaucoup d'ailleurs en Casamance, la principale activité reste l'agriculture. Oui, on a assez d'espace là. Oui, assez d'espace. Mais avec le manque de moyens, vraiment les gens ont tendance à abandonner l'agriculture. Parce que cultiver avec le kajandou pour nourrir une famille, c'est difficile, c'est pas facile. Malgré sa proximité avec Ziguinchor et Bignona, l'accès à Niamon pose un véritable problème, surtout pendant l'hivernage. Et puis la richesse culturelle qui transparaît donc par ce reportage signé Hassan Ba. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.